sommes engagés. Public. Bonjour Alexandre Leduc. Bonjour. Merci. Bienvenue. Merci de me recevoir dans vos bureaux. Ça fait plaisir. Alexandre, on s'était déjà croisés au Conseil général, Conseil national? Conseil national. Conseil national de Québec solidaire. J'avais eu l'ingrate tâche de t'évacuer de notre documentaire sur l'expérience et que je voulais absolument te rencontrer à nouveau pour qu'on prenne le temps de te découvrir, de savoir qui est la personne derrière le politicien. Qui est Alexandre Leduc, mais avant la politique? Puis là, il faut remonter jusqu'à quelle année, à peu près? Ou Alors, mes ancêtres sont arrivés en Nouvelle-France. Des fois, quand je rencontre un enfant ou même un adolescent qui est super gêné, quand mettons, je rencontre un parent, puis il me parle, puis son enfant est à côté, j'ai toujours le malin plaisir de lui dire, tu sais quoi, à ton âge, moi aussi, j'étais vraiment très gêné. Puis aujourd'hui, je mets ma face sur des centaines de poteaux dans mon quartier. Puis c'est un peu, je leur dis ça pour dire que c'est vrai qu'à l'adolescence, j'étais un gars assez gêné, assez réservé. Puis à un moment donné, est arrivé vers la fin du secondaire, ça a sorti. Je me suis mis à faire du parascolaire, à m'intéresser à la politique, à m'intéresser à la société québécoise. Beaucoup mon cours d'histoire, secondaire 4, qui m'a sensibilisé à ça. Puis ça a ouvert une trajectoire. Après ça, sciences humaines au cégep, histoire à l'UQAM. J'ai fait bac et maîtrise là-bas. Puis cette espèce d'intérêt-là pour l'histoire m'a amené à l'intérêt plus général de la politique. Mais au début, j'avais pas nécessairement envie de faire de la politique comme député. Je me disais, bon, je vais être impliqué dans les partis, dans les mouvements, je vais faire de la politique comme un citoyen, comme un militant. Ouais. Puis peut-être que plus tard dans la vie, on verra, tu sais, arriver à 40, 50 ans, peu importe, peut-être que là, je ferai de la politique active, partisane. Et c'est un peu un concours de circonstances. On est arrivé à l'entour de 2012, près de l'élection de 2012. Et puis là, on avait espéré recruter des vedettes à Québec solidaire, mais à ce moment-là, de l'histoire de notre parti, on n'était pas super attractif, dirons-nous, pour rassembler beaucoup de vedettes. Bref, donc il fallait trouver quelqu'un dans Hochelaga-Maisonneuve pour aller au marbre. Puis j'ai levé la main, ça m'a intéressé. Étais-tu déjà militant? Oui, j'étais membre du parti, j'étais à la fondation dès le départ. Fait que c'est ça. Pendant mes études, je suis devenu un militant, mettons, à travers les assos étudiantes, les sciences humaines, etc. J'ai aussi fondé un syndicat dans un musée où je travaillais comme guide durant l'été et l'année. Alors déjà, la fibre de gauche était très, très clairement identifiée, la fibre indépendantiste aussi. Mais j'avais plus une trajectoire syndicaliste. Fait que moi, je me disais, je vais peut-être devenir conseiller syndical ou prof d'histoire, on verra bien. Puis, tu te retrouvais là-dedans? Oui, c'est ça. C'était mes deux grands champs d'intérêt. Puis j'avais envie de participer d'une autre manière à la vie publique, au-delà de la militance syndicale ou associative, avec un parti politique. Puis c'est ça, est arrivé 2012, il fallait quelqu'un. J'ai levé la main. J'étais un militant, j'avais fait à peu près tous les congrès depuis 2007-2008, là, où j'ai pris plus le temps de m'impliquer activement. Parce qu'avant ça, ce qu'il faut savoir, des fois, les gens ne le savent pas trop, mais quand on est un militant étudiant, dans les assos étudiantes, c'est très mal vu d'être à la fois un militant étudiant et à la fois un militant politique. C'est-à-dire que tout le monde a des allégeances, tout le monde a des préférences pour un parti ou pour l'anarchie ou peu importe. Mais de faire les deux en même temps, c'est comme s'il y avait une contradiction dans cette culture-là. À l'AC, entre autres, qui est décédé aujourd'hui comme organisation. Mais qui était quand même proche de Québec solidaire, pourtant. Oui, je l'étais, sauf que j'étais pas un militant actif. Donc, j'étais allé au congrès de fondation, en 2006, si je me trompe pas. Mais je m'étais tenu, pas loin, mais je m'étais tenu réservé par rapport à une implication active. J'allais dans mes associations de circonscription, d'Hochelaga, entre autres. Je suivais les élections un peu de loin. Mais je voulais me dédier à l'asso étudiante. Fait que c'était mal vu de faire les deux. Puis quand je suis arrivé dans le mouvement syndical, où là, quand je suis arrivé à la maîtrise, je suis devenu un officier syndical du syndicat des auxiliaires, ceux qui font de la correction, ou des ateliers, ou toutes sortes de choses à l'UQAM, entre autres. Donc quand je suis arrivé à l'UQAM, au syndicat des auxiliaires, là, la culture militante était un peu différente par rapport aux partis politiques, où on permettait, voire on encourageait, à la FTQ, entre autres, où on était affilié, il y avait une espèce de culture qui datait des années 50, de dire on encourage les militants syndicaux à faire de la politique active, peu importe les partis. Parce qu'on va aller défendre les intérêts syndicaux dans les partis. Des travailleurs et travailleuses, puis tant mieux s'il y en a plusieurs dans différents partis. Il y avait une culture aussi d'appuyer des partis politiques, ça a évolué un peu, mais bref, d'encourager ceux et celles
qui proviennent des rangs syndicaux, des rangs des travailleurs, travailleuses, d'aller dans le milieu politique, c'était encouragé. Alors là, je dis, OK, peut-être que je peux faire à ce moment-là un peu plus les deux. Et là, je me suis mis à m'impliquer plus activement dans l'association d'Hochelaga Maisonneuve, à l'entour de ça, 2007-2008. Puis tranquillement, en approchant de 2012, à l'échéance électorale, on cherchait quelqu'un, j'ai levé la main. Donc, j'ai vécu une première investiture qui a été contestée. D'ailleurs, c'était une des premières à l'interne de QS. Okay. Une vraie course, parce qu'à l'époque, dans le fond, QS avait connu l'élection de 2007-2008, très rapprochée, hein, c'était un minoritaire à ce moment-là. Puis, le défi à l'époque, c'était de recruter des candidats, là, 125. Je pense qu'on n'avait même pas réussi, ou pas tout à fait. Là, on était proche, mais on n'avait pas 125 candidats en 2007 et 2008. Fait qu'on n'était pas dans une dynamique de devoir gérer des gens qui voulaient le même siège de candidat ou candidate. On était plutôt dans une dynamique de trouver du monde. Distribuer les exact. places. Alors là, arrive 2012, et puis on est deux à vouloir se présenter ici. Puis le parti avait jamais vraiment connu ça, une course à l'investiture en bonne uniforme. Fait qu'on a un peu bousculé les choses. Il a fallu qu'on donne des règles, qu'ils suivent ça un peu, puis ça s'est somme toute bien passé. Mais ça a été ma première expérience vraiment plus partisane où j'ai pu faire un pont entre mon expérience militante à l'UQAM, autant associative que syndicale, parce que quand tu te présentes une investiture, ben d'abord tu vérifies ton réseau d'appui, qui je connais dans le quartier, sont-ils prêts à prendre une carte de membre de QS? Ouais. Tu te sers de ton réseau, puis ton réseau te sert en même temps, dans le sens où ton but comme candidat, c'est d'élargir les appuis à ton parti. Puis ben tu as des amis avec qui tu as fait des batailles dans le temps des assos, dans le temps des syndicats, puis que tu côtoies encore de temps en temps, puis tu les appelles, tu dis « Hey, je me présente à l'investiture, ça va être contesté, ça te dérangerait-tu de prendre une carte? » Puis de venir m'appuyer. Puis ouais, Québec solidaire, j'ai toujours été sympathique, ou j'ai toujours voté pour eux. Mais là, c'est un ami, quelqu'un de proche que tu connais qui se présente, le geste de prendre la carte politique est plus facile à faire, parce qu'on est dans une époque où prendre une carte d'un parti politique, des fois, ça peut être perçu comme quasiment un contrat de mariage. Moi, j'ai eu plus de facilité dans mon parcours politique à avoir un don, à aller solliciter un don, des fois jusqu'à 50$, que signer une carte politique à 5$. C'est beaucoup plus facile. C'est surprenant. Ouais, puis il y a des gens pour qui c'est un problème au travail, on veut pas s'afficher, on sent que c'est... Oui, effectivement. Ou on pense qu'il faut connaître le programme de A à Z, ou adhérer au programme de A à Z. J'adhère pas à tout le programme, je le connais pas. C'est ça. Donc, je prendrai pas de carte, mais tu peux te donner 50$ si tu veux direct là. Ah, OK. C'est une façon que la politique a évolué. Le parti politique est moins perçu, malheureusement, comme un vecteur de changement. Je pense que c'est un peu ça qui anime QS, surtout depuis l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois puis de cette génération-là, la génération 2012, de vouloir vraiment faire du parti un mouvement. Bon, certains diront que c'est un terme galvaudé. Ça a toujours été un peu. Ça a toujours été un peu, mais je pense que dans son organisation, ça ne l'était pas encore. Okay. Et là, on a atteint, ou en tout cas, on essaie d'atteindre ce stage-là, quand on a commencé à faire des manifestations sur nos propres bases, entre autres pour la démission de Gaétan Barrette, dans le cadre du dernier mandat, sur le climat. Fait que ça, c'était nouveau. On n'avait jamais fait ça. Okay. Et ma connaissance... On participait à d'autres manifestations. Exact. On avait un contingent, mais que nous, on organise avec les trajets, les pancartes, les camions de son. On le sait qu'on était capable de le faire. T'sais, on avait des ressources, des gens qui avaient déjà fait ça. Mais c'est un pari, parce que s'il y a personne qui se pointe à ta manifestation, évidemment, c'est toi qui pâtis. Toi qui sors mal. C'était quoi le rationnel pour dire c'est le temps de faire ça? C'était de démontrer qu'on devenait un mouvement, puis qu'on invitait les gens à joindre Québec solidaire, pas juste pour signer un 50$ par année comme don, mais aussi pour participer à justement un mouvement qui allait changer le Québec, qui allait influencer le Québec. Alors, c'est l'espèce de un pied dans les urnes, un pied dans la rue, là, qui est un vieux dicton qui était à l'UFP à l'époque, à l'Union des forces progressistes, mais qui est resté informellement à QS depuis, mais qu'on n'avait jamais réussi en tout cas à mettre en pratique. Puis là, on le teste. Fait que ça, c'est intéressant parce que moi, je l'ai vécu à tous les paliers. Je l'ai vécu comme simple membre de la Fondation, puis jusqu'à peu près 2008. Après ça, comme militant actif de 2008 à 2012. Puis après ça, comme candidat. Puis là, je le vis maintenant comme député. Là, il y a un 4e stade, mais ça a été comme une vision intéressante parce qu'il y a vraiment une approche très particulière à chaque fois, à chaque étape. Puis celle qui m'a le plus animé, en quelque sorte, c'était celle du passage entre le militant au candidat. Ben, évidemment, quand tu deviens candidat, tu demeures un militant. Surtout quand tu perds, ce qui a été mon cas. Ce qui a été mon cas à 2 reprises. Donc, j'ai perdu en 2012 et en 2014. Mais tu restes, comment je te dirais, une espèce de figure publique. Tu deviens un symbole?
Je sais pas si c'est le mot exact, le symbole. Le terme que j'avais utilisé en 2014 après la défaite, puis là, on a commencé un cycle de 4 ans. Là, Ouais. J'avais dit on va devenir l'opposition officielle d'Hochelaga-Maisonneuve. Parce que, bien sûr, c'était pas le PQ qui était au pouvoir, c'était les libéraux, mais c'était Mme Poirier, c'est le PQ qui avait gagné dans Hochelaga-Maisonneuve. Puis moi, je voulais qu'on demeure actif comme association, bien sûr pour le parti, mais pour suivre ce qui se passait ici, puis questionner un peu les prises de position. Fait qu'on voulait devenir l'opposition officielle d'Hochelaga-Maisonneuve. Ça te garde sur le terrain, exact. Tu as tes contacts, tu fais des communications dans les médias. Exact. Ça a eu un double tranchant, par exemple, parce que, comme j'avais passé très proche quand même en 2014, il manquait 1000 voix. C'était bon deuxième, là. La course avait été assez serrée. Comme j'étais passé proche, comme j'avais planté l'idée de l'opposition officielle du quartier, beaucoup de gens s'attendaient, avec raison probablement, à ce que je sois aussi présent que la députée en fonction. Fait que assez tôt, j'ai commencé à me faire dire comment ça se fait que je t'ai pas vu à telle soirée, à tel rassemblement, à telle formation. J'imagine qu'il fallait que tu manges, puis tu as une famille en plus. Il fallait que je travaille, j'étais conseiller syndical à la FTQ, ça prenait du temps, puis moi je trouvais que je m'impliquais quand même beaucoup, puis j'allais à plusieurs affaires, mais quand... Fait que déjà là, on pourrait parler après d'être député et parent, mais déjà là, comment tu conciliais les deux? Tu choisis certains moments où tu dis ça là, faut vraiment pas que je le manque. Ou ce qu'on réussissait à faire aussi, c'était d'avoir une équipe. Donc moi, j'étais pas tout seul dans cette aventure-là. J'avais réussi, je pense, à créer un beau noyau alentour de l'association. Puis quand il y avait un événement où je pouvais vraiment pas aller, on essayait de voir s'il n'y avait pas un collègue dans l'équipe qui, lui, pouvait au moins y aller. Bien sûr qu'il allait pas faire un speech ou flasher avec un gros macaron, je représente Alexandre McGluck, mais il allait avoir été là, parler un peu, puis avoir retenu l'information de ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé. T'assures une présence. Exact, ce qui est le plus important, puis qui me tient informé si jamais ce dossier-là revient plus tard, que j'ai pas l'air d'un innocent. T'es connecté. Exact, qui sait pas ce qui se passe. Fait que ça a quand même été un peu difficile, un peu, à vivre, dans le sens où tu t'impliques, mais tu te fais dire après ça que t'es pas assez là, que t'es pas assez présent. Fait que ça m'a questionné beaucoup. Je dis bon, est-ce que c'était la bonne idée? C'était la bonne stratégie? J'aurais-tu juste dû rentrer dans mes terres après 2014? Faire une hibernation pendant 2-3 ans, puis tadam, ressortir à 6 mois. Ouais, mais je te vois aller chacun punch qui s'en vient. Là. Tu mets la table pour quelque chose d'autre. Finalement, ça a-tu été payant quand l'élection est venue? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que surtout, psychologiquement, pour moi, puis ça, je pense que tout le monde le vit, c'est pas tout le monde qui l'assume là, ou qui met sa place publique, mais tout le monde vit avec un syndrome d'imposteur. Particulièrement quand tu es un candidat. Particulièrement quand tu te présentes devant une personne qui est en fonction depuis longtemps. Mme Poirier était là depuis 10 ans. Elle représentait un parti qui était en fonction dans le quartier depuis 40 ans avec Mme Harel. Fait que tu te dis, waouh, ok, je me prends pas pour de la merde. Là. je m'affronte à cette tradition-là. Fait que nécessairement, tu vis avec le syndrome de l'imposteur. Je te dirais que la plupart de mes collègues le vivent d'une manière ou d'une autre, d'une intensité ou d'une autre. Puis moi, je l'ai quand même vécu assez fort. Surtout après 2 défaites. Tu réussis je pense, après une défaite, à pas le vivre trop personnel. Surtout une défaite comme dans une élection générale. Parce que c'est un parti, il y a une grande organisation derrière, tu as des tonnes de militants qui viennent. Au final, c'est quand même ta face puis ton nom qui est sur le bulletin de vote. Mais tu réussis quand même à faire une certaine dissociation. Les gens ont pas voulu Alexandre Leduc. T'sais. Ils ont préféré ils ont préféré le PQ, si ça se trouve. C'est un mélange de tout ça. Facteurs. Bref. Mais ça reste quand même une défaite. Fait que là, tu te demandes, bon, j'y vais-tu une 3e fois? Ça va-tu être la bonne? Si je perds, je m'engage tout de suite à en faire une 4e, parce que ça va être la première question que tu vas te faire poser. C'est de fait la première question que je me suis fait poser après la première défaite en 2012. Vas-tu te représenter dans 1 an et demi? On savait tous qu'il y aurait une élection 1 an et demi après. Même chose en 2014, vas-tu te représenter? Là, c'était dans 4 ans. C'est une chose de dire, ouais, bon, 2012, c'est le fun, j'ai aimé ça, c'était une belle aventure, ça va venir vite 1 an et demi. Dans le fond, ça va être quasiment la même campagne en continu. Oui, tu sais, je m'engage, puis ça va être le fun, puis ça s'est passé tellement vite. Quand en 2014 se termine, puis là, tu te poses la question, en 2018, tu vas te représenter, tu te dis, aïe, en 2018. Ça semble loin. Hein? C'est loin. Je vais avoir 30 ans cet été, en 2014. Je sais pas, là, qu'est-ce qui va arriver? J'aurais-tu un enfant? Je vais-tu être marié? Je sais, j'ai aucune idée. Fait que c'est un gros contrat de dire oui, je m'engage à me représenter, mais je l'avais fait parce que
Je croyais profondément à ce qu'on voulait faire ici. Je croyais profondément à mon option politique de manière plus générale à QS. Je trouvais que c'était important d'avoir, dans la mesure du possible, une même personne qui se représente d'une élection à l'autre. J'avais vu le résultat positif de ça. Donc, en 2012-2014, des gens m'avaient dit « Hey, c'est le fun que tu reviennes, que tu n'aies pas laissé tomber, que tu ne te sois pas arrêté à une défaite. » Ça donne une forme de profondeur au sérieux de l'engagement. Ouais. Le terme étant engagé public. C'est ça. Moi, je l'ai toujours vu comme ça, puis je l'ai constaté aussi l'importance de ça. Puis, à la limite, moi, je suis juste un junior par rapport à ça, parce qu'une Manon Massé, qui s'est fait élire à une 5e tentative. C'est vrai. C'est fascinant. Qu'est-ce que ça démontre comme profondeur de ton engagement quand tu retournes une 5e fois? Ben, laisse-moi te poser une question niaiseuse. Pourquoi pas juste se présenter un mois avant l'élection, quand elle part, puis lever la main et dire j'y vais? Pourquoi tu mettrais l'énergie des années à l'avance, ou du moins des mois à l'avance, avant une élection? Pourquoi pas juste, tu pourrais mettre plus de temps sur ta vie personnelle, écouter plein de séries de télé, c'est crève-cœur, puis j'ai une petite fille aussi, mais passer plus de temps avec tes enfants. Ouais. Tu sais, pourquoi t'as senti... C'était quoi la différence entre, dans le fond, rester chez soi, retentir juste à l'élection, puis ce que t'as semblé faire, être plus présent, ce que t'as cherché, ce que tu me décris, là, c'est d'être là en permanence, quasiment. C'est une excellente question, puis je pense que c'est la première fois qu'on me la pose dans cet angle-là. Puis il y aura certainement plusieurs éléments de réponse. Je commencerai probablement par la gang. Puis je fais une mini parenthèse. Moi, je trouve qu'un des défauts d'être député, c'est que j'y vois presque plus. Ma gang de l'association. Ah oui. C'est impossible. T'as un bureau ici qui vient ici? Ouais, mais c'est pas légal en fait. Ils peuvent pas faire de réunion ici. Ce serait commode, hein? Mais ils peuvent pas. Ils peuvent venir, bien sûr, là, saluer, ça arrive de temps en temps, mais ils pourraient pas organiser une activité ou une réunion formelle bon à savoir. de l'association dans le bureau. Ça serait une utilisation, bon, etc. Vous connaissez la chanson. Mais non, mais c'est ça, c'est avec eux que j'avais gagné l'investiture en 2012, que j'avais fait l'élection de 2012, l'élection de 2014. C'est avec eux qui m'avaient beaucoup aidé. Autre petite parenthèse, je m'étais présenté porte-parole président du parti en 2013. J'avais perdu contre mon ami Andrés Fontesilla. Aujourd'hui, on se retrouve les deux à travailler ensemble à l'Assemblée, c'est merveilleux. Mais bref, c'était toute cette gang-là, le noyau dur, avec qui on avait tout construit ça. Et ben là, c'est plus possible. Là. Je veux dire, le voyage Québec-Montréal, j'ai eu le temps d'aller à une seule réunion depuis mon élection. C'est parce que l'Assemblée n'avait pas encore été convoquée. Si on faisait le bilan, là. Mais sinon, c'est tough. J'ai un de mes attachés qui assiste aux rencontres de l'association, qui fait le lien, qui vient lui-même de l'association à la base. C'est intéressant, mais moi, je trouve ça qui est dommage. C'est la gang qui t'envoie là, dans le fond, tu sais, ceux qui ont mis le jus de bras, évidemment que c'est le quartier, hein, c'est les gens qui votent pour toi, mais ceux qui font que c'est possible, tu les vois presque plus. Fait que grosso modo, ça t'aide à établir des liens, bâtir ton mouvement local? Oui, je pense que ça serait une bonne description. Bâtir un mouvement local, pourquoi tu restes impliqué aussi entre les élections, c'est la même raison pour laquelle tu te présentes, dans le fond, c'est quand tu crois à la cause au sens large. Ouais. Tu penses qu'il y a quelque chose à faire, tu penses qu'il y a quelque chose de mieux qui est possible. Sinon, tu resterais chez vous à jouer au PlayStation. D'ailleurs, je joue des fois au PlayStation. Si tu veux parler de l'homme derrière le politicien, c'est un hobby que j'ai de temps à autre. Mais c'est comme ça que tu décompresses. Exact. On a tous nos moyens. Moi, il y a ça, entre autres. Mais moi, j'ai toujours été animé de sentiments très forts de réaction à l'injustice. Sous plusieurs formes. La pauvreté, l'injustice historique des francophones en Amérique du Nord, au Canada. Économique, QS, j'imagine. Injustice économique, nomme-les, là, tu sais, l'injustice du climat, etc. Ouais. Fait que c'est une chose d'en être conscient, mais moi, personnellement, ça me nourrit en forme, ça me donne une forme d'énergie. Ça me décourage pas, au contraire, ça m'anime. C'est ça, t'as juste à chialer, t'as juste à écrire sur les médias sociaux puis chialer, non? Ça me satisfait pas, ça. Puis d'ailleurs, maintenant, je me retiens à deux mains de chialer sur les médias sociaux parce que ça peut m'attirer toutes sortes de problèmes. Mais ouais, c'est ça qui m'anime. Mais ça t'énergisait. Ouais, ça me donne une force, ça me donne une énergie qui me dit, OK, ben cette colère-là, sers-toi-en pour faire quelque chose.
Puis la fois où j'ai compris ça, c'était en lisant entre autres un des livres de Françoise David, qui l'expliquait à peu près dans ces termes-là, où elle disait que de colère et d'espoir, je pense, c'était son livre juste avant son élection en 2014. Elle disait, regardez, moi je vois plein d'injustices, j'en ai vu toute ma vie, mais à chaque fois, ça m'a donné le goût d'en faire un peu plus, de me pitcher dans toutes sortes d'affaires. Puis c'est un peu ça qui m'animait comme syndicaliste. C'est ça qui m'animait dans le mouvement étudiant. Quand j'avais constaté que c'était pas tout le monde qui avait accès aux études, ça coûtait cher, que les frais de scolarité étaient peut-être les moins élevés en Amérique du Nord, mais étaient quand même assez chers. J'avais beaucoup d'amis qui soit arrêtaient leurs études parce qu'ils étaient trop endettés, soit ils mangeaient pas toujours, ils mangeaient des pâtes au beurre le soir parce qu'il n'y avait pas d'autre argent pour s'acheter une nourriture convenable. Bref, ça a toujours caractérisé plusieurs de mes engagements, mais je l'ai compris plus tard. C'est peut-être plus tard, justement, quand je l'ai compris, que ça a fait le lien avec le parti politique. Parce que l'implication dans un mouvement social, que ce soit le mouvement étudiant, le mouvement des femmes, le mouvement communautaire, nomme-les toutes, tu as toujours une action forte de premier niveau, contact avec le problème directement sur le terrain, mais tu n'as pas le pouvoir de changer la structure, de changer le financement, de changer la loi. Tu peux faire des recommandations, mais c'est pas toi qui la détermine. Tu es toujours limité en quelque sorte dans ton action. Tu peux faire des manifs, tu peux faire des lettres, mais c'est pas toi qui prends la décision en haut. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas faire ce pas-là, puis envoyer du monde qui ont connu la réalité de terrain, aller d'abord peut-être commencer par chialer faire comme devenir l'opposition. législateur un jour. Exact. Puis de prononcer puis de questionner le pouvoir. Puis je constatais notamment qu'il n'y avait pas eu de syndicalistes comme député depuis longtemps à l'Assemblée. Ça serait important, me semble, là, que du monde qui connaisse un peu le droit du travail, qui est joué là-dedans. Serais-tu le seul en ce moment? Qui on pourrait penser d'autres qui... Je pense être le vous, seul dans les 125 avec un parcours de syndicaliste. Mon vis-à-vis, le ministre du Travail, est un avocat patronal, donc c'est... L'autre côté de la... Exactement. On était vis-à-vis dans le temps, on l'est encore. Ah oui, tu connaissais de... Ben non, pas personnellement, Okay, mais okay. symboliquement. Okay. Lui, il travaillait de l'autre bord de la table. Puis on a eu dans les premiers projets-là qu'on a traités, c'était intéressant parce que c'était essentiellement un dialogue entre moi et lui. On sortait des répliques assez pointues. Dis-moi, les rôles étaient déjà campés. Exact. Puis des fois, après les audiences, j'allais le voir puis on discutait. Puis j'ai dit, moi, je te soupçonne, il s'appelle Jean, je l'appelle Jean. Je te soupçonne, Jean, d'être content que je sois ton vis-à-vis parce que ça tenait au défi. Tu t'ennuierais sinon. Tu t'ennuierais. Tu me parlais tantôt des causes. Je vais y aller plus philosophiquement. C'est quoi les causes qui t'ont amené à te présenter ou qui t'ont motivé dernièrement dans ton parcours? Dernièrement? Ben, dans ton parcours, Ouais. dans ta vie personnelle, as-tu des causes? On connaît les causes de Québec solidaire, on connaît des positions, mais toi, comme individu, comme député, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui te tient à cœur comme cause? Ben, il y en a évidemment toujours plusieurs, mais j'ai toujours été très animé par rapport à la question de la pauvreté, de la répartition de la richesse. Ouais. Dans une société riche comme le Québec, qui a des tonnes de personnes qui vivent dans la rue, qui ont pas le moyen de payer leur loyer, qui vivent dans des taudis. Donc, tu sais, par exemple, un enjeu comme le salaire minimum, toute la campagne derrière le salaire minimum à 15 $, ça m'a beaucoup animé parce que je trouve que c'est une solution qui serait assez simple à mettre en pratique et qui aurait des effets bénéfiques rapidement. C'est pas... il y a plein de contre-mesures à mettre alentour pour pas que ça ait des effets néfastes, mais c'est simple, comme tu n'as même pas besoin d'une loi. C'est un décret du ministre du Travail. On a-tu vraiment les moyens? Je sens une ironie dans la C'est question. Bien sûr qu'on a les moyens, même que je pense qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Surtout, paradoxalement, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de la restauration, par exemple. J'étais enragé l'autre jour quand l'Association des restaurateurs du Québec plaidait pour augmenter les travailleurs étrangers temporaires. Ben, un instant, là, paye ton monde comme du monde, là, mets un salaire minimum à 15$, ou en tout cas, hausse un salaire plancher dans ton industrie, tu vas en avoir du monde qui va venir travailler. C'est des jobs tough, puis t'es mal payé, puis t'es précaire, ben, il y a un problème de conditions de travail, c'est pas un problème de disponibilité de la main-d'œuvre. Donc, on commencera pas à me comparer ça avec les techniciens en avionique, par exemple. Fait que, bref, ça, c'est un exemple. Mais une autre cause qui m'a beaucoup animé, puis qui a fait en sorte qu'une bonne partie de mon engagement à QS a été orientée vers un rapprochement avec Option nationale. Ouais. C'était la question de l'indépendance du Québec. OK. Dans mon bureau, il y a 2 belles affiches. Une que j'ai ramenée, qui symbolise en fait des causes. Il y a celle
du référendum en Écosse en 2014. J'étais délégué de Québec solidaire pour observer le référendum. C'était un magnifique voyage, magnifique expérience. Puis l'autre ici, qui est des affiches de la campagne électorale catalane de 2015. Donc avant le référendum de 2017, 2015, il y avait des élections générales qui se voulaient des élections dites référendaires. Donc s'il y avait eu majorité de voix pour des partis indépendantistes, il y aurait probablement déclaré l'indépendance dans les jours qui auraient suivi. Malheureusement, ils ont eu 48,5. Ils ont gagné la majorité parlementaire, mais pas la majorité des voix. Et puis, j'avais été toujours donc délégué de QS à ce moment-là. Fait que ça a beaucoup animé aussi mon engagement. C'était plus... Tu sais, je peux pas dire que je constatais au quotidien l'effet néfaste de l'État canadien dans notre quotidien. Fait que moi, c'était pas comme... toi, t'es pas un angry péquiste qui se vaut dans la colère contre le Canada, les Anglais? Pas tant. Moi, j'ai toujours été de l'école de dire que le Canada, c'est un beau pays, c'est juste pas le mien. Il y a du bien bon monde. Dans le milieu syndical, j'étais dans un syndicat qui n'était pas canadien à l'époque, l'Alliance de la fonction publique du Canada. J'ai rencontré des militaires syndicaux avec qui on partageait plein de choses. Mais on discutait, puis tu saisissais que tu n'étais pas dans la même réalité. Comme si je jaserais avec un syndicaliste américain, à la limite, ou un syndicaliste français. C'est une autre société. Exact. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que moi, mon indépendantisme s'ancre. Puis, il y avait toute une bataille à faire à l'interne à QS pour clarifier certains aspects, pour se défaire de cette image qu'on nous avait donnée, qu'on était des faux ou des mièvres indépendantistes. Je vais te poser la question, êtes-vous des vrais souverainistes? Ben là, oui! Puis toute cette idée-là de se rapprocher d'Option nationale, avec qui j'entretenais beaucoup de liens, j'avais croisé du monde dans ces deux voyages-là, donc Écosse et Catalogne, j'avais été dans plein de conférences avec eux. Puis on avait une sympathie mutuelle. Ils me disaient beaucoup souvent que j'étais leur solidaire préféré. OK. Et je leur envoyais la balle. J'ai dit, vous êtes mon autre parti préféré. Mais là, c'est réglé. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. D'ailleurs, pendant la campagne de 2018, à chaque fois que j'étais en présence d'une autre personne d'Owen, qui était rendue maintenant donc à l'interne de QS, je le mentionnais à quel point j'en revenais pas d'être content. Je disais, hey, tu t'es rendu compte, là, on fait la campagne ensemble dans le même véhicule politique, puis on pousse, puis ça va bien. C'est ça qu'on attendait pour notre option politique et philosophique. Fait que ça a été quand même un grand moment de réjouissance. Ben alors, permets-moi de t'en poser une plus serrée. Oui. Avec le PQ puis QS qui est divisé chacun de son bord sur l'indépendance, du moins sur l'échiquier politique québécois, Owen qui est maintenant chez QS, il y a eu toutes les discussions autour d'une alliance souverainiste, d'une convergence. C'est quoi l'avenir du mouvement souverainiste? Comment ça se fait qu'on est dans une impasse au mouvement souverainiste? J'ai pas la réponse officielle, je te dirais, ou définitive à ça. Moi, j'aime penser que c'est un processus qui se construit. C'est sûr qu'après avoir étudié en histoire, souvent sur ces questions-là, j'adopte une posture un peu plus long terme. Moi, je pense qu'on est à nous croiser des chemins qu'on a connus comme peuple dans le passé, c'est-à-dire où après des échecs d'une tentative de faire l'indépendance, 80-95, il y a deux tentations, c'est-à-dire, il y a deux options. Il faut choisir. Soit on retourne dans un nationalisme de repli identitaire, à la Boc-Côté puis à la projet de loi 21 à la CAQ, sauce CAQ, ou soit qu'on retourne dans un indépendantisme de libération en quelque sorte. D'émancipation, j'oserais dire. Libération, ça fait un peu libération nationale, là, c'est pas, je pense pas que c'est le terme approprié, mais d'émancipation. De dire qu'il faut que l'indépendance serve à aider le monde, à aider le peuple. Ça sera pas un 4,30 sous pour une pièce, ça sera pas un changement de drapeau sa limousine, comme disait Jean Chrétien. C'est quelque chose qui, sans vouloir cadenasser, comme on se fait accuser, le projet à gauche, faut au moins s'entendre que ça va changer nos vies. Il va y avoir des choses qui vont évoluer puis qu'on va s'en servir comme moteur pour nous donner plus de droits puis pour régler des problèmes au Québec. Ouais, ça change quoi l'indépendance? Ben, mon Dieu. Qu'est-ce que ça donne? Un exemple assez terre à terre, pas plus tard que la semaine dernière. Moi, je suis responsable de la question de l'itinérance pour Québec solidaire. Et là, il y a un gros dossier où l'essentiel de l'argent en itinérance provient du fédéral. C'est un gros programme, c'est l'argent qui est dépensé là-dedans. Mais le Québec a toujours eu une approche particulière pour gérer la question de l'itinérance, de concertation. Les groupes se sont parlé, se sont entendus sur une façon d'approcher le système et de justement pas avoir juste un objectif chiffré de « il faut 50% moins d'itinérants l'année prochaine ». C'est trop simpliste.
Ça prend pas en compte toute la question des gens qui sortent, qui reviennent de la rue, de la prévention de l'itinérance. Si tu fais juste construire une couple de maisons pour installer les itinérants-là, puis avoir un beau bilan à la prochaine élection, regardez, j'ai moins d'itinérants dans la rue, t'as pas réglé le problème. Tu as mis un pansement, mais il va réapparaître. Bref, au Québec, il y a cette concertation-là, avec des règles particulières, que le Canada ne reconnaît pas. Et c'est toujours très difficile, à chaque fois, qu'il faut qu'il y ait une entente de négocier entre le gouvernement du Québec et du Canada pour gosser et essayer de savoir si l'argent qui va être dépensé au Québec va-tu l'être selon certains critères, on aura-tu la liberté de décider comment on la met en pratique avec les groupes déjà existants. Puis l'entente qui a été signée la semaine dernière n'est pas claire. Fait que ça, c'est un exemple assez pointu, mais si on était notre propre pays, qu'on avait nos propres finances, ben, il n'y aurait même pas de question de gosser une entente avec le fédéral selon qui a la priorité de l'application, de la bonne vision. Non, ça serait la vision du Québec qu'on appliquerait parce que c'est elle qu'on a décidé entre nous. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui donne l'idée que tu es chez vous, tu fais ce que tu veux en quelque sorte. Tu fais tes affaires avec tes propres priorités. C'est pas que celle d'à côté est nécessairement mauvaise, c'est une autre, puis elle n'a pas à être imposée à la tienne. Je te mets d'ailleurs, comment tu interprètes, je suis plus sur l'actualité, là, mais comment tu interprètes l'élection de la CAQ en octobre dernier, ça va faire presque un an bientôt. Est-ce que ça veut dire que les gens ont tous, à 37%, c'est pas une majorité, mais il y a 37% des électeurs qui ont élu le gouvernement. Est-ce que ça veut dire qu'on doit couper dans les services, qu'on vire à droite? Des fois, le gouvernement semble plutôt avoir des mesures de centre. Est-ce que ça veut dire qu'on a approuvé, pour toi, c'est une légitimité du projet de loi 21? Comment tu interprètes cette élection-là? Je pense qu'on cherchait tous une alternative au Parti libéral, à Couillard, à l'austérité. L'ISée et le PQ se sont discrédités par rapport à cette alternative-là, par rapport à être cette alternative-là. Puis Legault a quand même bien joué ses cartes pour avoir été dans le mouvement syndical, donc préalablement à son élection, où au début d'une précédente élection, 2014-2012, il faisait des sorties très fortes. Là, on va rouvrir le code du travail, on va les casser, les syndicats, on va couper, etc. Legault a été très brillant, je pense. Il a fait il s'est beaucoup recentré en quelque sorte. Il a fait la tournée des syndicats. Il a dit OK, je renonce à ouvrir le code du travail. Il n'y aura pas d'austérité sous mon gouvernement. Il a été très prudent. Puis c'était pas évident pour lui parce qu'à l'intérieur de son parti, il y avait quand même la frange des adéquistes, là, un peu plus doctrinaire. Il était très prudent là-dessus. Fait que ça l'a probablement aidé à pas trop faire de vagues, à pas trop se prononcer sur une tonne de sujets. Tu sais, dans le fond, Legault, son programme n'était pas très pointu, là. C'était assez vague. C'est un bon gouvernement, on vous dérangera pas trop, puis vous serez pas, tu sais. Fait que probablement qu'il a réussi à se camper comme une alternative facilement crédible, ou en tout cas dont plusieurs personnes pouvaient se sentir à l'aise, parce qu'il n'était pas trop coloré, peut-être. Tandis que Québec solidaire, notre objectif, je pense, c'était évidemment toujours de prendre le pouvoir, mais réalistement, on avait quelques étapes à traverser avant de s'y rendre. Nous, on voulait évidemment incarner cette alternative-là, mais on voulait quand même garder l'idée claire qu'avec nous, il va y en avoir du changement. Avec nous, ça va pas être super tranquille. Là, on va en faire des projets de loi, puis ça va bouger, puis on va en mettre des choses en question. Moi, ce que je voudrais surtout éviter, c'est qu'on pense que là, vu que Legault est en début de mandat, tout va bien en théorie. Il a joué prudent, mettons, avec des projets de loi qu'il savait qui étaient plus consensuels, comme le projet de loi 21. Mais ça ne va pas rester comme ça tout le temps. T'sais. La situation économique des surplus budgétaires, lui, est favorable. Mais il y a des gens qui parlent de potentiel recul économique, récession économique à l'horizon. Comment il va réagir? Ça va être ça le vrai test. Quand il n'y aura plus de surplus. Là. Puis comment il les dépense, ces surplus? Un exemple, j'ai eu à me chamailler avec M. Boulay récemment. Il y avait des surplus. Qui est... le ministre du Travail, de l'Emploi. Oui, c'est ça. Faut le rappeler. Mon vis-à-vis, M. Boulay, est responsable du programme du RQAP, Régime québécois d'assurance parentale. Ouais. Là, il y avait des gros surplus. Mais là, moi, j'ai fait une proposition. Ben là, les surplus du régime, on devrait les investir pour augmenter le nombre de semaines disponibles au père. Parce que les semaines de base, c'est juste 5 semaines. Tu m'amènes exactement où est-ce que je m'en allais. Oui, en plus, parfait. Moi, je voulais qu'on parle de cette proposition-là, d'un projet de loi que je te laisse aller. Oui, ben écoute, c'est une lettre essentiellement que je lui ai envoyée. Okay. Parce que la façon dont est distribué l'argent à l'interne là, du régime,
c'est beaucoup de semaines sont réservées à la mère, Ouais. certaines au père, puis après ça, un gros bloc qui est assez séparé, mais qui, la plupart du temps, Va à la mère. va à la mère par choix. C'est le couple qui décide, Ouais. bien sûr. Puis c'est bien correct. Sauf que là, moi, ce que je voulais qu'on envoie comme signal, c'est qu'on voudrait que les pères soient un peu plus présents. Et pour ce faire, c'est le but de notre politique publique, hein, c'est de faire des changements culturels. Ben, on en rajouterait un peu plus de semaines, 3 semaines supplémentaires, dans le bloc de base, donc de 5 à 8. C'est pas très radical comme demande, là, tu sais. Il y a d'autres pays, la France, l'Espagne, qui sont bien plus généreux que ça. D'ailleurs, ça venait d'où cette demande-là? Est-ce que c'est vous autres, votre équipe, ton équipe, qui On s'est l'a penché, contacté, j'ai ou c'est parlé- dans le programme? Ou... C'est-à-dire, le programme était assez vague, disait on va bonifier l'offre du RQAP, OK. mais sur comment on va le dépenser, tu sais, on aurait pu aller jouer sur le pourcentage de remboursement de revenus, des choses comme ça. Mais c'est un peu moi qui ai eu l'idée de dire on va se concentrer sur les pères. J'ai parlé à ma collègue Christine Labrie, qui est responsable de la condition féminine. Est-ce que c'est compatible avec ta vision de la condition féminine? Elle dit oui. Justement, on veut que les pères soient plus présents, qu'ils aient un peu plus conscience de la charge mentale, puis ça se passe surtout dans les premières semaines. Alors, tout s'enlignait, tout allait dans le bon sens, puis on a poussé là-dessus. Mais la seule chose que je me suis fait répondre, c'est « Ah ben non, s'il y a des surplus, on va tout de suite baisser les cotisations. » Je dis « Ben attends, tu les as baissées l'année passée, puis en 2016. Pourquoi tu baisserais les cotisations? » Je veux dire, personne n'a chialé au Québec pour dire « Je paye trop de cotisations au RQAP. » C'est un régime qui est super populaire. Tout le monde l'utilise. Puis quand le monde l'utilise jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière journée possible de congé. Fait que visiblement, là, il y a peut-être de l'espace pour en rajouter un peu plus. Mais non, c'était la baisse de cotisation. Tu vois cette espèce de mentalité-là de dire non, on en a déjà beaucoup. Je pense qu'à terme, ça va frapper un certain mur, puis que l'approche propositionnelle de QS va pouvoir percer. Je te ramène pour terminer sur Hochelaga. Oui. Je te ramène où est-ce qu'on est, je te ramène où est-ce que tout a commencé pour toi. Qu'est-ce que tu proposais à ton élection, à ta candidature, aux gens, aux citoyens de Hochelaga, puis qu'est-ce que tu vas faire dans ton mandat localement? C'est toujours intéressant de revenir dans la chose locale, puis de voir... surtout, nous, on voit différentes réalités. Tu as un comté très urbain, c'est différent d'un comté qui est immense, comme en Abitibi. Fait que c'est quoi ta réalité là-dessus? Dans Hochelaga-Maisonneuve, on avait, en 2012, en première élection, quelques idées locales, mais on s'était fait poser quand même beaucoup de questions pointues, justement, sur le quartier. Ce qui nous a mené, en 2014, à se doter d'une plateforme locale. L'exercice qu'on a répété, donc, en 2018, qu'on a même bonifié. Écoute, il y avait plusieurs axes là-dedans. Le plus, je pense, intéressant, c'est l'axe démocratique. OK. Parce que tout le reste, c'est des positions plus larges, ça dépend de tes au pouvoir, etc. Tu peux faire plein de choses, mais la chose sur laquelle tu as l'entière manipulation, l'entière autonomie de gestion, c'est la démocratie locale. Par exemple, dans Hochelaga-Maisonneuve, on a une enveloppe. Tous les députés ont une enveloppe qui s'appelle le SAB, Soutien à l'action bénévole. Ici, elle est très grande parce que les enveloppes sont proportionnelles à un degré de revenus dans les circonscriptions. Donc, comme à Hochelaga-Maisonneuve, les revenus sont un peu plus bas, on a plus d'argent du SAB. C'est environ 86 000 $ par année. Quand même. Beaucoup d'argent. C'est 2 fois le salaire industriel moyen du Québec, annuel. Beaucoup d'argent, puis en théorie, c'est moi, tout seul, qui décide de comment je le dépense. Donc, c'est une dépense arbitraire. Complètement. Il n'y a pas de critères qui entourent ça. Un petit peu, là. Tu peux avoir une légalité, je me dis. Exact. Tu ne peux pas donner tout l'argent à un individu. Bon, il y a quand même quelques... Tony. Exact. Il y a quand même certains critères, mais c'est très, très, très lousse. Okay. Puis il n'y a pas de reddition de compte. Personne ne peut venir ici puis dire, je veux savoir comment le député a dépensé son argent cette année. C'est pas public. Ah ouais. Alors, mon collègue Gabriel Nadeau-Dubois avait essayé ça dans son mandat et ma collègue Christine Labrie l'a repris, moi je l'ai repris, puis je pense que d'autres députés de Montréal vont le prendre aussi. Un budget participatif. Tu prends une partie de ton enveloppe et tu organises une assemblée où les différents groupes et individus viennent présenter leur projet aux citoyens. Les citoyens viennent, jasent, passent l'après-midi, discutent, puis à la fin, en sortant, ils votent. Un vote préférentiel. Comment ils pensent qu'on devrait prioriser la distribution de cette enveloppe-là. Puis tu fais ton décompte, puis voilà, la population t'a accompagné, a décidé de comment dépenser une bonne partie de cette enveloppe-là, qui est plus dans ta seule ressort. Fait que ça, c'est un élément assez fondamental de ma plateforme locale qui a marqué des bons points, je dirais, aussi pendant l'élection. Les gens étaient curieux, ils disaient « Ah, c'est intéressant ». Ils n'avaient pas entendu parler de ça nécessairement avec mon collègue de Gouin, Gabriel, mais on était les seuls à proposer ça. Il n'y a personne à la CAQ, aux libéraux, ni au PQ qui va avoir une option comme ça. Peut-être que dans le futur, ça va se populariser, ça serait mon souhait.
Mais ça, c'était nouveau. T'sais, on va vous demander votre opinion, pas juste aux 4 ans, mais là, à chaque année, il va y avoir une portion dont vous allez venir vous présenter. Certains groupes communautaires vont trouver que ça leur demande plus de travail. Ils ont raison. Mais à un moment donné, c'est ça la démocratie. Ça prend plus de temps. Dans l'aspect local aussi, moi, je voulais qu'on implique plus des comités citoyens. Okay. Puis le premier que j'ai formé, qui est à veille d'avoir la première réunion d'ailleurs, c'est un comité pour relancer la Saint-Jean, dans Hochelaga-Maisonneuve. Moi, j'étais estomaqué, à quelques semaines de la Saint-Jean, en juin, de constater qu'il n'y avait rien de prévu dans Hochelaga-Maisonneuve. L'arrondissement avait prévu une fête pour l'arrondissement, mais qui était un peu plus loin dans Mercier. Mais dans Hochelaga-Maisonneuve, il n'y avait rien. Il y avait un barbecue au Cap-Saint-Barnabé qui était plus pour les usagers. On est allé, on s'est joint un peu à la fête. Mais comme pour la population, Place Valois, etc., il n'y avait rien. J'étais choqué de ça. Mais j'ai dit, ben voilà, ça va être ça notre premier comité citoyen. Puis en plus, tu es député provincial. Exact. Fait que là, on a commencé à travailler, on a appelé des partenaires, on va se réunir avec les citoyens, entre autres, pour voir à quoi on pense, à quelle ampleur. Soit on commence pour une première année avec quelque chose un peu plus petit, quitte à ce que ça grandisse dans le futur. Mais là, on va demander, parce que ça peut pas juste être moi puis mes 3 attachés, mes 4 attachés, on a une fille aussi à temps partiel. Ça peut pas être moi puis mes 4 attachés qui gèrent ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il faut qu'il y ait des gens, des bénévoles. Puis là, ben, c'est ça. Le premier comité citoyen qui va se pencher là-dessus. Un autre comité citoyen qu'on va former aussi sur les médailles. Ça, c'est un aspect que je trouve à la limite un peu cocasse de mon métier, là, mais on a le pouvoir de décerner des médailles. La médaille de l'Assemblée nationale, qui doit provenir de notre budget. Fait que si t'en donnes 50, mais tu as moins d'argent pour le café, mettons. Okay. Mais bref, ça aussi, je trouve ça bizarre d'être moi tout seul à donner des médailles. Ça peut devenir une espèce de joujou pour aller chercher des appuis ou des votes ou marchander quelque chose. Très peu pour moi. Fait que, encore une fois, on fait appel à des citoyens. On va former un comité de citoyens. On va voir comment ça fonctionne, mais qui vont, eux, avoir à se pencher sur des cas des gens qui demandent une médaille ou qui proposent une médaille pour un autre. Parce que c'est toutes des décisions que je trouve que c'est bizarre qui me reviennent à moi tout seul. Déjà que je suis devenu un peu mal à l'aise d'être devenu patron, là, comme député. Un ancien syndicaliste. Oui, c'est ça. Devient patron. Puis là, on négocie une convention collective en ce moment. Donc est-ce que tu t'adaptes encore à ton titre et rôle de député? Oui, mais je te dirais que l'adaptation va bien. L'adaptation de la vie familiale s'est bien passée dans la première année. Je pense que ça va suivre son cours. L'adaptation au quotidien, c'est le fun. Dans le quartier, cet été, j'étais quand même assez présent. Les bateaux joueurs avec la petite, ou bref, tous les différents rassemblements citoyens. Les gens viennent m'aborder. Ce que je trouve tough, des fois, c'est la différence entre le comté et l'Assemblée nationale. Je m'explique. À l'Assemblée, c'est 3 jours semaine, les mardis, mercredis, jeudis. C'est complètement fou. Ça n'a aucun bon sens. C'est non-stop. C'est 10 heures, 12 heures par jour, pas de pause. Si tu as 15 minutes pour manger, t'es bon. Tu cours d'une réunion à l'autre, d'une commission à l'autre. C'est complètement délirant. L'actualité en même temps, les notifications de cellulaire. 15 dossiers de front, c'est complètement fou. Tu reviens ici, le jeudi soir, en route, en auto, avec la petite puis la blonde. Vendredi matin, là, aïe, t'es fatigué. T'as comme une semaine compressée en 3 jours, mais là, t'as une autre journée ici. Fait que, le paradoxe, c'est que quand t'es à Québec, tu contrôles rien. Ton agenda est booké par d'autres personnes. C'est toi qui parles ou pas aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Évidemment, tu peux suggérer et tout, là. Mais tu n'as pas beaucoup de contrôle. Puis quand tu reviens en circonscription, c'est toi le boss ultime. C'est toi l'employeur ici. C'est toi qui décides si tu fais tes rendez-vous, combien de personnes tu veux voir aujourd'hui. Si tu es malade, t'appelles, puis bon, aujourd'hui, je suis malade. Intéressant. Fait qu'il y a un contraste puissant entre ces deux réalités-là. C'est la même personne, c'est la même job, mais en circo, tu fais ce que tu veux entre parenthèses, puis à Québec, tu es l'esclave d'un système et d'une culture. Fait que ça, j'avoue que c'est un peu difficile. Parce que nécessairement, tu reviens en circonscription, tu te dis, bon, mais là, faut que je peux pas faire 10 heures aujourd'hui, vendredi, puis lundi, je survivrai pas. Je peux t'offrir. Fait que tu baisses un peu, mais là, tu te sens coupable. Tu te dis, non, je devrais mettre autant de temps dans mes journées de circo que j'en mets à Québec, mais c'est pas viable, ça peut pas être ça. Personne fait ça, tu sais. Bref, ça, c'est le petit côté que j'ai encore à gérer. T'ajuster, ouais. Ouais, à pas me sentir coupable de pas faire des 12 heures par jour en circo parce que... Puis là, il faut que tu comptes dans le fond aussi les affaires de soir. Parce que des fois, tu as ta journée, puis après ça, tu as un souper, après ça, tu as la fin de semaine, tu as un festival, quelque chose. Puis c'est comme si tu comptais pas
ces heures-là parce que c'est comme... Je sais pour je pense que tu as une conjointe. Oui, pour ta exact. Conjointe, ça doit compter comme Exact. des heures de travail. Ça. Mais la petite est encore justement assez petite, là, elle va avoir 2 ans bientôt. Fait que c'est assez simple la plupart du temps, surtout des affaires publiques de fin de semaine, de l'amener puis d'aller faire un saut, aller jaser au monde. Puis je suis quand même content de constater que la culture évolue où les gens s'attendent pas à ce que tu sois là de A à Z à l'événement en question. Justement, surtout quand tu as un jeune enfant, ils sont contents que tu sois là. Ils seraient déçus que tu sois pas venu, Ouais. mais ils sont contents que tu sois là. Okay. Puis si t'es là 1 heure, un petit peu plus, un petit peu moins, hey, merci d'être passé, puis on est content que vous nous appuyiez, puis bonne journée. T'sais. Puis ça, je pense que la mentalité a évolué, puis c'est une bonne chose. Parce que si tu veux avoir plus de jeunes en politique, des jeunes parents notamment, c'est un contrat. C'est un contrat. Il faut y avoir bien pensé, il faut avoir la chance d'avoir un bon réseau, comme tout parent dans le fond, là, mais une petite coche plus intense, mettons. Il faut avoir un bon réseau, il faut avoir une capacité de faire la logistique, de prévoir des options B, puis C, puis D. Mais ça se fait. La réponse, là, c'est que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Puis moi, je suis loin d'être celui le plus à plaindre. Juste ma collègue Émilise Le Sartérien de Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Elle apprend l'avion, Oui, l'auto. Puis quand elle arrive à Rouyn, elle a 1h30 de char. Là, avant d'arriver chez elle. Sérieux? Oui. Ben oui. Fait que c'est pas simple, là, sa vie. Là. Puis quand elle est à Québec, elle voit pas beaucoup sa fille. Les îles de la Madeleine aussi, c'est loin. Même chose. Ben, toutes les circos de régions éloignées, c'est sûr que c'est pas évident. Moi, à la limite, je prends la 20, ça me prend 2h30 d'auto. Puis avec ma blonde, on jase, on écoute un podcast. La petite adore. Somme toute, c'est assez simple. Mais ouais, c'est toute une bataille. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cercle des jeunes parlementaires, des jeunes élus en ce moment. Puis un des dossiers prioritaires sur lequel tous les partis s'entendaient, c'était favoriser la conciliation. Il y a toutes sortes d'idées qui percolent en ce moment, qu'on pourrait essayer d'adapter la culture de l'Assemblée nationale. On normalise un peu de plus en plus. On s'en va, on tend vers une normalisation du travail de député un peu. Tu sais, juste un exemple. L'autre jour, c'est ça, ma blonde, ma petite, m'accompagne à Québec à peu près chaque semaine. C'est chanceux. Puis amener ma blonde avait comme un gros rendez-vous professionnel. Puis mes parents sont pas disponibles. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben, amène la petite à l'Assemblée. Tu sais, aujourd'hui, j'ai pas. C'est un petit peu plus calme. Ou en tout cas, ce bloc-là d'heures où tu as besoin d'avoir ton rendez-vous. J'ai pas de commission essentielle, etc. Puis là, finalement, bon, ce truc-là se met en branle. Puis le jour même, finalement, j'aurais à aller en chambre. Pas pour faire un gros speech, mais dire quelques mots, tu sais, sur un projet de loi X. Et là, je dis ça à mes collègues, notamment à Gabriel Dubois, le leader, puis à José qui s'occupe des travaux. Ça, là, je lui dis, ça se peut que j'aille entrer en chambre avec la petite. Ah, mon Dieu, mais là, tu sais, ça s'est jamais fait. Puis comment ils vont réagir? J'étais corrompu. Ben oui, les autres étaient bien d'accord avec l'idée, bien sûr, mais ils s'inquiétaient de la réaction du président de l'Assemblée, puis ça va-tu faire des nouvelles, puis après ça, on est-tu prête à réagir? C'était comme gros, puis là, j'étais comme, ah oui, ok. Je pensais pas que j'allais déclencher. Tu pensais pas à ça d'abord? Non, pas du tout. Puis finalement, ça n'a pas marché. Son rendez-vous à ma blonde a été reporté. Fait que ça s'est pas produit. Mais ça m'a on va falloir gérer ça va arriver trop tard bientôt. Puis ça a été un choc pour moi de voir la réaction que ça créait. De dire, OK, c'est si surprenant que ça, cette idée-là. Ouais. Alors que dans plusieurs parlements européens ou ailleurs, au Canada, ça s'est déjà fait, puis c'est rentré dans la culture. Moi, c'est mon pari que la première fois que ça va arriver, il y aura peut-être une petite encadrée dans le journal un matin, mais ça ne sera pas les nouvelles. Ils ne vont pas ouvrir le téléjournal en disant aujourd'hui, un député a amené son bébé en chambre. À la limite, ça va être rendu normal. Je l'espère. Alexandre, pour terminer, qu'est-ce que les gens, tu as fait beaucoup de porte-à-porte, tu parlais des événements que tu faisais. Qu'est-ce que les gens de Schlaga t'ont appris au cours des dernières années? Très bonne question. Je dirais la résilience, parce que les gens dans Schlaga Maisonneuve font face à toutes sortes de défis, font preuve d'une grande solidarité. Tu sais, on a vécu des années difficiles, la désindustrialisation, les fermetures, la pauvreté qui est arrivée d'un coup sec là, dans les années 80. Le monde vivait assez bien ici, hein? C'est un quartier ouvrier relativement qualifié. Jusqu'à la crise du pétrole puis la désindustrialisation des années 80, ça allait bien là, ici. Puis là, tout d'un coup, beaucoup de choses ont fermé. Les gens se retrouvaient à 50 ans, avoir eu une bonne job toute leur vie en usine, mais là, plus d'usine, plus de formation, plus de qualification. Bref, c'est là que ça a commencé à chuter. Puis en même temps, c'est là que sont nés tous les groupes communautaires d'envergure qu'on connaît aujourd'hui, pour répondre tout de suite à ce phénomène-là puis à ces enjeux-là. Fait qu'il y a une force de résilience et de solidarité dans Schlaga Maisonneuve qui est très inspirante, puis qui donne le goût de se dépasser, de ne pas s'asseoir sur des fatalités. Dis non,
il y a des solutions. Non, il y a des affaires qu'on peut faire. On peut aller questionner des ministres, on peut aller rechercher une subvention, on peut aller, bref, soutenir un groupe. Faut pas qu'il ferme, parce que s'il ferme, il va encore, bref. Cette capacité-là de toujours se relever et de garder un espoir, moi, m'anime à tous les jours. Alexandre, qu'est-ce qu'on fait si on veut se joindre à votre mouvement, à ton mouvement, t'appuyer toi? Est-ce qu'on va sur un site web en question? Le plus simple, c'est la page de Québec solidaire. On peut aller suivre ma page Facebook Alexandre Leduc. Excellent. Et puis, on peut même, on n'est pas obligé d'être membre, on peut devenir bénévole. Tout le monde est bienvenu. Comme tu le disais. Alors, merci Alexandre Leduc pour ton passage aux engagés publics. Merci à vous. Merci.